Si vous faites ça à vous-même, vous ne ferez jamais rien. Oubliez le camion, oubliez ceci, oubliez cela. Foncez. Faites ce que vous faites pleinement et abandonnez l'opinion des gens. Et une fois que vous vous engagez et que vous commencez à vous battre, ça devient addictif. Vous aimez ça en fait. Mais ces activités entrepreneuriales se transforment vite en jeu lorsque vous commencez à recevoir des récompenses pour le travail fourni. Croyez-moi, je suis une preuve vivante que ça peut arriver. Si je vous dis UFC, ça vous fait penser à quoi? Ah, j'adore ce genre d'intro. Dans cet épisode, je pense que vous l'avez compris, vous allez découvrir la mentalité, le parcours de Dana White, président de l'UFC, qui a racheté le UFC quand il était sur le point de faire faillite. Il valait 2 millions, il vaut maintenant... Bon, je ne vais pas trop spoiler, je vous laisse découvrir cet épisode. Vous savez, je n'ai pas grandi avec de l'argent et on n'était pas riches, en aucun cas. Mais je savais que je n'irais pas à l'université. Je savais que ce n'était pas une réalité. Et je ne voulais pas vraiment aller à l'université. Une des choses pour lesquelles j'ai été très chanceux dans ma vie, c'est que je savais exactement ce que je voulais faire. À l'époque de mon plus jeune âge, je savais que je voulais être dans le business du combat. Et les gens pensaient que j'étais fou. J'ai travaillé à Boston, un endroit appelé le Boston Harbor Hotel. Ça va Boston? Vous connaissez le Boston Harbor Hotel. J'étais là-bas, j'avais 19 ans, je gagnais bien ma vie. Vous savez, il y a certains gars qui décrochent ces jobs. Et ça, ce sont les types de jobs vous savez, ils sont là à vie. Ils veulent ces jobs pour toujours. Et c'est un bon job. Ce n'est pas un mauvais job. Ce n'était juste pas pour moi. Et je me tenais littéralement dans le hall un jour. Et je suis genre, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je veux. Et je suis sorti par la porte d'entrée. Et un de mes bons amis, il est toujours un de mes bons amis aujourd'hui, qui était le portier, dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je démissionne. Et les gens, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je veux être dans le marché du combat. Il a dit, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Quoi que vous fassiez, les gens auront toujours quelque chose à dire. Et ça sera rarement positif. Prenez cette histoire par exemple. Il y a un père et un fils à la maison. Le fils demande à son père, papa, comment faire pour être heureux? Le père lui dit, suis-moi mon fils. Ils sortent de la maison. Le père monte sur l'âne qui était devant la maison et il se promène dans le village. Les villageois observent et tout, ils disent, mais il est honteux ce père. Il se met sur l'âne et il laisse marcher son pauvre fils comme ça à côté. Il lui dit, t'as entendu? Le fils dit oui. Il rentre à la maison et le lendemain, ils refont la même chose. Cette fois, il met le fils sur l'âne. Et ils vont se promener dans le village, le père marche à côté. Et les gens disent dans leur dos, mais quel fils indigne de laisser marcher son pauvre vieux père comme ça. Il lui dit, t'as entendu mon fils? Et de nouveau, il rentre à la maison. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent à nouveau, ils se mettent les deux sur l'âne. Et les gens se disent autour, les villageois qui marchent à côté, mais ils sont vraiment honteux ces deux. Mais se mettre à deux comme ça sur un âne, c'est vraiment pas respectueux pour l'âne. Il lui dit, t'as entendu mon fils? Il rentre à nouveau à la maison. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils sortent à nouveau. Mais cette fois, personne ne monte sur l'âne. Le père et le fils portent leur sac sur leur dos et l'âne marche à côté librement. Et là, des villageois derrière, au bout de 10 minutes de marche, se mettent à rigoler derrière eux. Et ils se disent, mais regarde-moi ces bouffons. Ils ont un âne et ils portent leurs affaires eux-mêmes. Cette histoire démontre à quel point ça ne vaut pas la peine de se fatiguer à faire attention à ce que les gens pensent de nous. Faites ce que vous faites pleinement et abandonnez l'opinion des gens. Ça ne vous aidera pas à avancer, au contraire. Premièrement, quand vous avez une idée business, il y a toujours des détracteurs et des gens qui pensent, vous savez, ça ne marchera pas. Vous avez toujours ces gens autour de vous et dans votre vie. Même quand vous avez du succès, croyez-moi, ça devient pire quand vous avez du succès. Après, vous savez, vous devez arriver au point où vous ne doutez plus de vous-même. Vous êtes tellement dans cette chose et vous savez que ça va marcher. Le timing fait tout dans la vie. Le timing fait tout. L'UFC arrive. Vous savez, vous n'avez pas créé l'UFC, il existait déjà et il était en difficulté. Et je comprends que vous avez eu des problèmes parce que vous dirigiez certains combattants. Et vous avez eu genre un procès ou quelque chose. Parlez-nous un peu de ça. Donc il y avait le propriétaire de l'UFC en ce temps-là était un gars appelé Bob Merwitz de New York. Un jour au téléphone, tout a juste éclaté. Il a dit, tu sais quoi, il ne reste plus d'argent. Tout est fini. Cette chose est en difficulté. Et je ne sais même pas si j'ai assez d'argent pour monter encore un seul spectacle. Waouh. Et j'ai dit, intéressant. Ok. Donc, on a raccroché. J'ai appelé Frank et Lorenzo. Qui deviendraient mes associés. Et ils étaient en Floride en ce moment-là. Et j'ai dit, l'UFC est en difficulté. Et je pense qu'on devrait l'acheter. Je pense qu'on pourrait acheter ce truc. Et on a commencé à passer des appels. Un mois plus tard, on a acheté l'UFC pour $2 millions. 2 millions de dollars. Et vendu pour
4,025 milliards. Mesdames et messieurs, applaudissez. Donc on l'a acheté pour 2 millions. Vous entendez 4 milliards, ça a l'air bien, mais la dépense de presque 40 millions n'était pas amusante. Et c'était très douloureux. Et vous savez. Et qu'est-ce que Lorenzo et Franck ont dit à propos Ouais, de ça? Est-ce que ça a été le point de Oh rupture? Lorenzo m'a appelé un jour et a dit « Je ne peux pas continuer à faire ça, mec. Je ne peux pas continuer à dépenser tout cet argent. Et j'ai besoin que tu ailles voir dehors et que tu trouves pour combien tu peux vendre ce truc. » Donc ce jour-là, je passe plusieurs appels. Ce soir-là, je l'appelle quand il est sur le chemin pour rentrer chez lui et je lui dis « Tu sais quoi? Peut-être 6-7 millions de dollars. On est enfoncé de près de 40 millions. Et je pense que j'obtiendrai 6 ou 7 millions. » Et il a dit « Ok, je t'appellerai demain. » Il m'a appelé le jour suivant et... À quoi pensiez-vous cette nuit-là? Oh merde. Vous savez, la première chose à laquelle vous pensez est « Mec, je viens de gaspiller 40 millions de dollars de l'argent de mon ami. » Ouais. C'est la première chose à laquelle vous pensez, ok? Et ce n'est pas amusant. Ensuite, le fait que vous ayez mis tout ce temps et toute cette énergie là-dedans, et ça ne marche juste pas. Ça, vous savez, ça n'a juste pas marché de la façon dont vous pensiez que ça marcherait. Ouais. Ensuite, il m'a appelé le jour suivant et il m'a dit « Fais chier. On continue. » Et rien n'arrive du jour au lendemain. C'est vraiment beaucoup C'est une de travail, accumulation mec. de tout ce que vous avez fait. Ouais, vous devez juste continuer à bosser chaque jour. Chaque jour, vous vous réveillez et c'est... Vous savez, pour nous, pour que ça se réalise avec l'UFC, c'était vraiment tout autour de l'éducation. Quand vous vendez un combat, vous êtes un génie à ça. I'm here and that's it. If you wanna do something, send me location, send me where, what time. I'm here. Send me a message like location, I'm gonna come. The fight is done. October, Las Vegas. It's on, ladies and gentlemen. Tell them I'm coming. Dites-nous un peu comment vous pensez concernant le marketing du sport ou le marketing du combat à proprement dit. Quand un combat se produit, la chose qui rend le combat si important, c'est que tout le monde est un expert, ok? Tout le monde est un expert du combat. On a tous vu des enfants se battre sur un terrain de jeu, et ceci et cela. Et tout le monde a une opinion. Donc, quand on organise des combats, mon travail, parce que tout le monde va avoir une opinion dès le départ, ok? Tout le monde va avoir une opinion. Ce gars va gagner. Mon travail est de vous faire questionner. Vous pensez que c'est qui va gagner ce combat? Donc je dois réunir toutes les informations que je peux avoir sur les deux gars. Et après, je dois vous vendre sur pourquoi ce combat ne va pas se dérouler de la façon dont vous pensez qu'il va se dérouler. Et en fin de compte, ça concerne vraiment que vous aimiez ce que vous faites. Et c'est à propos du parcours. Et les gens avec qui vous le faites. Que vous vous amusez. Vous vous levez chaque jour. Et vous travaillez tous vers le même but. Peu importe ce que ça peut être. C'est un sentiment très satisfaisant. C'est vraiment un sentiment très satisfaisant. Parce que je suis allé là où la plupart des gens sont allés. Je suis allé dans les jobs pourris. Là où vous essayez juste de payer vos factures et vous essayez de joindre les deux bouts. Et vous êtes misérable. Vous le faites parce que vous devez le faire. Parce que vous devez payer vos factures. Parce que vous avez besoin d'argent. Une fois que vous sortez de ça et que vous trouvez ce que vous aimez vraiment faire, ce n'est vraiment pas du travail. C'est réellement amusant. Et vous appréciez chaque jour de votre vie. Quand vous sortez du lit chaque matin, d'accord? Vous sortez du lit, la vie se tient juste là pour vous frapper en pleine face. Prêt, absolument prêt à y aller, pour vous frapper en pleine face. Parce que chaque jour quand vous vous levez, des conneries de problèmes viennent sur vous. Pas vrai? Oubliez le travail, votre vie personnelle, tout. La voiture ne démarre pas, ceci, cela. La vie est prête à vous avoir, vous savez. Et vous devez vous lever, et vous devez vous battre à travers ces conneries. Chaque jour, vous devez le faire, vous savez. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas vous tourner de l'autre côté. Vous devez vous battre à travers toutes les conneries que la vie vous envoie. Puis vous arrivez au point où la vie vous envoie une poignée de conneries. Maintenant, le travail vous envoie une poignée de conneries. Vous savez, votre business, pour lequel vous devez vous battre tous les jours. Et vous devez vous lever et vous devez avoir ça pour vous lever et vous battre chaque jour, mec. Et une fois que vous vous engagez et que vous commencez à vous battre, ça devient addictif. Vous aimez ça, en fait. Selon vous, quelle est la différence entre un jeu vidéo et du travail? Ou autrement dit, jouer et travailler. Pour moi, il n'y a aucune différence, à part deux petits éléments. Un, votre perception d'une activité ou d'une autre activité. D'appeler ça du travail, transforme ça en du travail. Et d'appeler ça un jeu, transforme ça en un jeu. Mais en soi, vous dépensez de l'énergie mentale, des fois physique, en jouant. Donc, vous dépensez des ressources personnelles pour quelque chose d'extérieur.
Pour moi, c'est ce qu'on pourrait appeler du travail. Par exemple, donc n'importe quel jeu peut être considéré comme un travail. Et n'importe quel travail peut être considéré comme un jeu. La seule et vraie différence se cache au niveau de la récompense. Quand est-ce que vous recevez une récompense lorsque vous jouez aux jeux vidéo? Dès le premier niveau. Et le premier niveau n'est pas trop compliqué pour que vous puissiez à coup sûr obtenir cette récompense et passer au niveau 2, etc. Tandis que dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du travail, il n'y a pas autant de récompenses. Et si vous lancez un business, vous n'aurez pas de récompense pendant les 3 premières années probablement. Et ça fait que beaucoup plus de gens se tournent vers les jeux vidéo que vers des activités entrepreneuriales. Mais ces activités entrepreneuriales se transforment vite en jeu lorsque vous commencez à recevoir des récompenses pour le travail fourni. Et du coup, ensuite, une fois que c'est le cas, il n'y a plus vraiment de différence entre un jeu et une activité entrepreneuriale ou du travail, peu importe. Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a toujours cette chose à propos, vous savez, fuck you money. Tout le monde connaît ce terme. Oh mec, je vais dire à mon patron d'aller se faire foutre si je gagne un jour à la loterie. Ou si j'atteins ceci ou cela. Le problème, c'est que c'est vous le patron. Non mais vous êtes déjà dans le mauvais job. Si vous cherchez le fuck you money, vous êtes déjà au mauvais endroit. Vous savez déjà que vous n'êtes pas au bon endroit. Ok? Parce qu'il n'y a pas de telle chose. Je viens juste de me faire plus d'argent que j'ai jamais rêvé d'en faire. Je ne veux pas partir. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Écoutez, j'ai fait des voyages et des trucs comme ça. Je ne supporte pas les week-ends de 3 jours. Je déteste les week-ends de 3 jours, mec. Je suis genre... Je veux que lundi revienne. C'est à ce point-là que j'aime ce que je fais. D'accord? Donc, ça devrait... Si ce n'est pas votre mentalité chaque week-end quand vous êtes à la maison, genre vous redoutez le lundi, mec, arrêtez. Arrêtez et trouvez un autre job. Parce que vous êtes au mauvais endroit. Ça n'est pas sain pour vous. Sachant que la 3e révolution industrielle est terminée et que la 4e révolution industrielle a commencé, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et c'est même inquiétant rien que d'y penser. Du coup, j'ai envie de vous dire que peut-être que vous hésitez à quitter votre job. Si ce n'est pas le cas, ce message n'est pas fait pour vous. Mais si vous n'êtes pas heureux au travail, n'hésitez pas trop à quitter votre job parce qu'il risque de vous quitter avant que vous ayez osé le faire vous-même. Mais si vous devez le faire, faites-le intelligemment parce que quitter votre job, c'est que 20% de la solution. De la solution au problème de « je ne suis pas heureux au travail ». Le 80% restant, c'est trouver un autre job ou créer un job pour soi-même en faisant un business ou autre. Et ça, c'est beaucoup plus fatigant et beaucoup plus compliqué que de même quitter son job. Donc pensez à ça également. Et n'importe quelle chose que vous faites qui est positive dans votre vie ou n'importe quoi qui soit impressionnant, ça sera immédiatement entouré par de la négativité. Ouais. Pas vrai? Immédiatement. Préparez-vous à ça. Parce que peu importe à quel point vous réussissez, une chose ne s'en va jamais. La négativité. Les haters. Peu importe comment vous voulez appeler ça, mais c'est toujours là. Et vous devez lire ça tous les jours. Comment vous empêchez ça de vous affecter? Je me sépare de ça. Autrefois, quand on a commencé, je lisais ça jusqu'au point où j'avais des nausées. Vous savez? Ouais. Je ne lis plus aucun de ces trucs. Parce que l'une des choses que j'ai apprises, au fil de mes nombreuses années à faire ça, leur opinion n'a pas d'importance. Leur opinion ne signifie rien. Applaudissez. C'est littéralement une opinion. Ce sont des conneries négatives. Et ça ne signifie rien pour vous. Ça ne signifie rien. Ça n'affecte pas, sauf si vous êtes le type de personne malade et tordue comme moi, qui aime se laisser nourrir de ça. Vous laissez ça, c'est comme si, vous savez, c'est comme votre carburant. Et à part ça, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Tout ce que les journalistes écrivent, tout ce que les gens disent, ne faites pas. Faites votre truc. Restez sur votre trajectoire. Restez concentré et gardez vos yeux sur la récompense. Et toutes les pièces vont se mettre ensemble. Tout dans la vie est relatif au temps. Ouais. Il s'agit vraiment de timing. Le bon endroit, le bon moment, le bon but. Et je crois aussi que vous créez votre propre timing dans la vie, aussi. Vous devenez très chanceux quand vous travaillez dur. Ouais, exactement. La chose, c'est que tout le monde... Quelle est la pire chose qui peut se produire si vous essayez? Si, le jour où je suis sorti de cet hôtel, d'accord? Et je suis allé faire ça. Si ça ne marche pas, je peux retourner être un groom à nouveau. Quand je veux. Vous pouvez toujours revenir en arrière. Mais le pire, c'est de ne pas essayer. Ouais. Vous devez essayer. Personne ne va jamais rien faire sans essayer. C'est vrai. Et devinez quoi? Ce n'est jamais le bon moment. Ce n'est jamais le bon moment. C'est genre, je peux pas maintenant... J'ai ce camion que je viens d'acheter. J'ai des remboursements à faire. Vous savez, si vous faites ça à vous-même, vous ne ferez jamais rien. Oubliez le camion, oubliez ceci, oubliez cela. Foncez. Foncez juste. Croyez-moi, je suis une preuve vivante que ça peut arriver. Ceux qui espèrent avoir une vie facile auront une vie difficile, c'est sûr. Mais de toute façon, même si vous gagnez à la loterie en fait. Parce qu'en plus, la loterie c'est un mauvais investissement, parce que la majorité des gens perdent. Et deuxièmement, ceux qui gagnent finissent malheureux parce qu'ils savent qu'ils ont gagné et qu'ils ne le méritaient pas.
Mais c'est pas ce que je voulais dire à la base. On se la refait, ceux qui essayent d'avoir une vie facile auront une vie difficile. Par contre, ceux qui acceptent d'avoir une vie difficile, ou plus précisément ceux qui acceptent de faire ce qui est difficile, auront une vie plus facile et surtout rendront le monde meilleur. Et c'est ça le plus important. Dans la description, juste en dessous de moi, juste là, sur la partie que vous ne voyez pas, dans la description, il y a un livre qui s'appelle Motivation, kit de survie. Paf! Tu es trop fort, votre vie en dépend. Vous dormez ou pas? Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce livre, on l'a écrit avec les abonnés de la chaîne lorsqu'on avait moins de 20 000 abonnés. Actuellement, on est à 650 000 et des poussières, je crois. Et comme vous avez pu le voir, le petit icône en bas de l'écran, de ce côté ou de ce côté, parce que j'ai perdu le nord, va changer, a changé. Et du coup, vous pouvez tous cliquer dessus, j'ai peur les mots aussi, pour vous abonner à la chaîne. On va aller percer ce million comme des tarés. On sera la première chaîne de développement personnel à dépasser le million. Et ça sera un truc de malade. On l'aura fait ensemble et je vous remercie. C'est tout. Au prochain épisode. Donc j'étais assis dans cet aéroport le 24 décembre. Pas le meilleur jour au monde. Je n'oublierai jamais cette tasse de café.